je voudrais non pas me faire l'avocat du diable, mais je voudrais partir d'une autre position, de ma singularité. Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un Français de souche. Quelle horreur. Catholique, quelle horreur. Hétérosexuel, quelle horreur. J'ai tout contre moi. Vous ne réagissez pas pour le moment? J'ai envie de dire tout pour vous. Je voudrais dire, par exemple, que je suis hanté par la question de l'identité. Non seulement mon identité, mais aussi l'identité nationale. Quelle horreur, bien sûr, aussi. Je voudrais dire que, par exemple, je prends quotidiennement le RER, que pour moi, la station Châtelet-Léal à 6 heures du soir, c'est le cauchemar absolu, surtout quand je suis le seul blanc. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Est-ce que c'est faire le jeu du Front National de M. Guéant, de je ne sais qui? Non, il y a une douleur pour moi à me poser la question de savoir dans quel pays je suis, ethniquement, racialement, religieusement, etc. Je vous le dis encore une fois, je ne vote pas, je n'ai jamais voté. Mais j'ai envie de me poser cette question et de la poser ouvertement. Pour l'avoir posée dans plusieurs fois dans certains de mes livres, je me suis fait traiter de nazi, de fasciste, etc. Je partage ça au moins avec M. Guéant. Vous voyez? Donc voilà, simplement, j'ai une douleur, je ne me reconnais plus, je ne supporte pas les mosquées en France, je le dis, je ne peux pas voir ça en peinture, je ne peux pas supporter les mosquées en Hollande, la mosquée de Rotterdam est quelque chose d'absolument épouvantable, c'est la plus grande mosquée d'Europe. Il se trouve, madame, que j'ai été élevé au Liban. J'ai grandi au Liban, j'ai fait la guerre au Liban, aux côtés des chrétiens. Voilà, donc il y a un ensemble de choses qui font que je me pose la question de savoir où je suis. Et je n'entends ni chez M. Guéant, ni chez vous, ni chez personne, de réponse à la douleur qui est la mienne aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement le sentiment d'être dans un pays en déclin, c'est je ne sais plus où je suis. Il y a eu plein de gens qui veulent vous répondre. Sylvie Brunel est la première. Sylvie Brunel est la première. Déjà, ce que je voudrais dire, Richard, c'est que il y a beaucoup de Français à la peau noire qui sont aussi Français que vous. Quand vous dites à Châtelet, je souffre d'être le seul blanc, les Noirs de France, et c'est tous les travaux de Pascal Blanchard, ils sont là depuis 500 ans. Et les Antillais, et les Guadeloupéens, et les Martiniquais, ils sont Français, aussi Français que vous et moi. Et donc, vous avez dit, je souffre d'être le seul blanc. Oui, Vous n'avez pas dit le seul Français. Et le seul blanc, c'est gênant, parce que ça veut dire que nous sommes toujours en permanence en train de chercher des barbares. Mais en cherchant des barbares, c'est nous qui sommes les barbares. Parce que ça veut dire que cette civilisation européenne qui s'est construite, finalement, en intégrant tout un grand nombre... Elle n'intègre plus rien. Mais si, justement, on ne peut pas considérer que quelqu'un, parce qu'il a une autre religion, une autre couleur de peau, une autre langue, ne fait pas partie de la civilisation européenne. Sabri Loata, vous voulez répondre aussi, et puis François-Olivier Gisbert ensuite. Non, rapidement, Richard Millet, vous dites que vous avez des problèmes d'identité. Moi, j'en ai pas, donc je sais pas trop quoi dire. Pour moi, l'identité, c'est une question de papier, c'est une question de préfecture, quoi. Enfin, je vous montre ma carte d'identité, j'ai pas de problème d'identité, moi. Pas pour moi. Une carte d'identité, c'est pas une identité. François-Olivier Gisbert, et puis Denis Podalides. Quand Richard dit où est-ce qu'il est, il est en France. Et j'ai envie de lui répondre par la très belle introduction de l'histoire de France de Jacques Bainville, qui était un collaborateur de Charles Maurras, donc baigné dans l'extrême droite. C'est un livre magnifique sur l'histoire de France. Et il commence par une description de la France, comme il dit, le français est un composé. C'est presque un composite, parce que c'était le point d'arrivée de beaucoup d'immigration germanique, etc., qui s'arrêtaient ici. Et c'est pour ça, je pense que, moi je comprends très bien ce qu'il dit, sa douleur à lui. Moi j'ai une douleur qu'il ait cette douleur. Je pense que c'est un très grand écrivain, mais qui vit dans la nostalgie, c'est vrai. Là. Oui, je le répète, oui. Ma vie parmi les ondes, c'est un chef-d'œuvre complet. Mais c'est sur l'engloutissement d'une civilisation rurale, corrézienne. C'est ça qui vit très mal. Mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger avec la musique, le plaisir, Denis la cuisine. Voilà, la France est en train de changer, mais c'est très bien. Faut vivre avec ça. Je connais Richard Millet comme grand écrivain. Je l'ai lu. Le sentiment de la langue est un livre qui m'a beaucoup marqué. Des romans sur le Liban aussi que j'ai lu. J'ai lu Les Voix et les Ombres. Et je pense que c'est votre problème à vous, en fait, et qui se dit dans vos livres. Vous en faites assez courageusement part devant une assemblée que vous savez être tout à fait hostile à la position que vous formulez. Donc moi, je vois d'abord ce courage un peu comme suicidaire de dénoncer cela, comme vous le dites, aussi précisément que vous le dites. Je pense que beaucoup de gens pensent à peu près comme vous,
ça se traduit par un vote qui est peut-être un vote Front National. Je ne pense pas que ce soit le vôtre. Je crois que vous êtes trans. Oui, je pense que... Donc il est tout à fait difficile de vous saisir. Le mieux, c'est à ce moment-là de vous lire pour comprendre d'où vous parlez et quel est ce problème d'identité. Je partage l'avis de monsieur, je ne l'ai pas, moi. Je peux être à Châtelet à 6 heures du soir. Ce serait plutôt quelque chose qui me fascinerait, moi. Alors, vous allez dire, vous posez en bien pensant, vous récupérez un discours... parce que moi, je crois profondément au contraire, au multiculturalisme. Je pense que le mot est affreux. Je pense que vous condamnez profondément ça, mais moi, je pense qu'on va toujours vers plus de métissage et que c'est quelque chose... C'est le mouvement même de l'histoire. C'est pas un déclin, c'est même pas un progrès, c'est même le mouvement naturel de du pays, de l'Europe. Je ne m'en fais pas. Je me dis si ça me rendait malheureux, mais c'est presque à s'arrêter de vivre. Hein. C'est presque vouloir arrêter un mouvement océanique. Je ne sais pas comment. Je crois à l'influence, aux influences, à l'universalité des influences. Le métissage, déjà, ça me gêne beaucoup quand il s'agit de culture. Vous voyez, c'est une espèce d'idéologie. Voilà, c'est une idéologie dominante aujourd'hui. Ça me gêne beaucoup. Mais encore une fois, je pose des questions. Je n'ai aucune réponse. Je ne condamne rien, mais vis-à-vis de l'islam, c'est vrai que là, j'ai des réticences extrêmement violentes. Catherine Colliot-Hélène, Jacques Sapir. Mais ça, moi, je ne le comprends pas. Moi non plus. Bon, d'une certaine manière, je pense que j'aimerais comprendre exactement quel est le sens de cette douleur. Voilà, et ce sentiment enfin, pouvoir dire, j'ai l'impression de ne pas pouvoir parler, j'ai l'impression que vous avez commencé par dire je suis blanc, je suis français, je suis hétérosexuel, je n'ai rien pour moi. Et moi, je vous ai immédiatement répondu, vous avez tout pour vous. Et j'arrive vraiment pas à comprendre la façon dont vous articulez vos idées dans votre esprit pour ne pas voir la position privilégiée que vous occupez. Moi, c'est ce qui m'étonne et c'est ce qui me frappe. Et pouvoir dire, par exemple, j'ai un problème, j'ai un immense problème avec les mosquées en France ou j'ai un problème à Châtelet-Léal à 18h, c'est énorme comme phrase et ça, c'est un privilège de dire des choses pareilles. En France, bien que je le paye très cher, je le paye encore plus cher, ce genre de phrase. Non, vous ne le payez pas assez cher, non, vous ne le payez pas du tout. Puisqu'on est là, on est sur le plateau et vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Et donc, il n'y a aucun prix, même ne serait-ce que social pour vous. Catherine Colliot-Hélène, vous voulez intervenir? Je ne peux pas apporter un point de vue philosophique sur les rapports entre l'universel et les particularités et multiplicité. Non, en fait, je pense que l'essentiel pour moi ce que j'aurais dit a été dit, c'est que de toute façon, je ne comprends pas. Je comprends pas, c'est que le problème d'identité, je réduirais peut-être pas ça simplement à une question de carte d'identité, mais parce que la question de l'identité préfecture, oui, mais la question de l'identité personnelle, on se pose la question qui suis-je et on n'y a jamais fini d'y répondre. Mais on a des multiples composantes de son identité et au demeurant on n'arrive jamais au bout, on ne sait pas si on arrive bien réussi à les composer précisément et si on n'a certainement jamais tout maîtrisé, mais confondre, enfin je sais pas, la question que vous posez n'est pas une identité la vôtre, quand vous parlez des mosquées, ça devient l'identité de la France. Alors là, c'est une question que je ne me pose pas et je ne comprends pas qu'on puisse en souffrir. Pardon, mais sur les mosquées, parce qu'aujourd'hui on focalise sur les mosquées, mais est-ce que vous avez ressenti la même douleur en voyant apparaître les premiers McDonald's, par exemple, les premiers fast-food, quand la France s'est mise à ressembler aux États-Unis parce que là déjà, il y a des gens qui ont dit à ce moment-là, on n'est plus la France, on n'est plus un beau petit village provençal. Oui, mais beaucoup moins. Moins fort. Moins fort, oui. Jacques Sapir encore et François-Olivier Gisbert, et puis on change de sujet. Oui, moi, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous dites. Première, vous dites, je suis le seul blanc. Mais n'oubliez pas que, techniquement, les Arabes sont des blancs. Et donc, il faudrait que vous définissiez autrement le fait d'être blanc. Donc ça, si vous voulez, c'est un simple point. Après, moi, ce qui peut me gêner dans le métro ou dans le RER, c'est le manque de civilité. Qu'ils viennent de Français ou d'immigrés.
C'est ça ce qui me gêne. Mais cette dichotomie, elle n'existe plus, Voilà. français immigrés. Là, vous parlez de gens, puisqu'on parle d'un Oui, espace public non, mais- dans le métro, vous ne pouvez pas savoir Absolument, absolument. qui est français, qui est immigré. Absolument. Donc là, on parle vraiment de la Absolument. perception Tout à fait. que Et c'est- chacun a de l'autre. Et c'est donc le manque de civilité à mon égard ou à l'égard d'autres personnes. C'est ça qui me gêne. D'accord. Mais on n'est pas dans la ce sera notre citoyenneté ou la débat, non-citoyenneté. si vous voulez. Bon, On est dans la discussion de la catégorisation Bon. raciale. Là. Et le problème de la catégorisation raciale et religieuse, c'est qu'elle repose sur des fantasmes. Comme je l'ai dit, les Arabes sont techniquement des Blancs. Oui, Bon, mais vous c'est- savez bien que c'est pas Ah, ça. non, mais d'accord. Donc sujet. ça veut dire qu'on reconstruit une race blanche fantasmatique qui ne correspond pas aux études anthropologiques. Deuxièmement, la question des mosquées. Mais moi je vais vous dire, quand je suis confronté, moi je suis athée et je viens d'une longue tradition d'athéisme dans ma famille. Donc quand je vois une procession catholique, je suis aussi gêné. Comme je suis aussi gêné quand je tombe sur des intégristes juifs. Le véritable problème, c'est la question de la laïcité qui, je rappelle quand même la signification profonde de ce terme, veut dire que la religion est une question individuelle et ne doit pas envahir l'espace public, quelle que soit Pardon, la Jacques religion. Sapir, mais c'était pas ça la laïcité en France. On n'a jamais interdit les processions aux catholiques. Mais oui, la justement. laïcité, c'est que l'État doit être neutre, pas les individus dans la rue. Oui, justement, mais justement, Et la il laïcité, y a c'est une tradition eu là une interprétation. Il y a eu là une interprétation. Il faut savoir d'où vient le concept de laïcité. Il vient directement des guerres de religion. C'est à ce moment-là qu'il a été posé. Il a été posé dans un ouvrage qui est célèbre pour les érudits, l'Heptaplomérès de Jean Bodin, qui par ailleurs se trouve être l'un des pères de notre droit constitutionnel, et qui dit très explicitement que la seule solution pour vivre, si on a plusieurs religions dans le même royaume, c'est que chacun exerce sa religion, mais la cantonne à l'espace privé et n'envahissent pas l'espace public. Et c'est ça, me semble-t-il, le fond du principe. On va s'arrêter là. En tant Un que tout dernier chrétien, mot. moi, je baisse les armes devant Jacques Sapir, qui est... Bon, tout à l'heure, je me suis un peu agité sur l'euro. Bon, c'était pour rendre, voilà, pour mettre un peu d'animation. Mais je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il y a un souci quand même sur ces idées, et je pense que là-dessus, il va rejoindre d'ailleurs Richard Millet. Au fond, quand on revient sur l'Europe, parce que moi, tout ce que vous dites est toujours, je suis d'accord. Mais c'est vrai que l'Europe, c'est l'idée aussi de dépasser la nation. Et le problème de Richard, grand écrivain, mais c'est vrai, c'est qu'il aime sa nation. Il aime sa Corrèze. Il est triste du déclin. D'ailleurs, il écrit à longueur de livres. Il est très malheureux de ce déclin. C'est vrai que vous, comme moi, on vit les choses différemment. On est citoyens du monde. Je veux pas faire de philosophie, mais Spinoza et Kant nous ont donné la voie. Voilà, citoyens du monde. Et moi, je me sens chez moi. Alors, c'est horrible à dire. Là, attends, laisse-moi juste terminer le raisonnement. Juste terminer pour qu'on passe à un autre. Je me sens citoyen du monde et je me sens chez moi en Inde, en Birmanie, partout. Et je pense que toi aussi, tu devrais te sentir chez toi en Inde, en Birmanie et au Liban. C'est pas la même chose. Bon, on s'arrêtera là.